Alors cette semaine, j'ai le plaisir de recevoir un artiste pour lequel j'ai un gros coup de cœur. C'est un homme qui a le cœur sur la main, engagé dans de multiples causes et qui donne de son temps sans compter, et pourtant la ville ne l'a pas épargné. Bonjour Jean-Luc. Bonsoir Karina. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de livrer ton parcours, de partager en toute simplicité et intimité en fait ton histoire. Je vais essayer. Alors, pour ceux qui ne te connaissent pas, Jean-Luc, est-ce que tu peux te présenter? Eh bien, je suis né à Fort-de-France, spécialement à la maternité de Redoute, ça n'existe plus. Mais bon, à l'époque, c'est là qu'on faisait les bébés. Les bébés naissaient. Et puis, alors, ma famille est de Saint-Joseph, je suis de Saint-Joseph. Bon, je suis né à Fort-de-France, j'ai habité Fort-de-France pendant toute ma jeunesse. Hein. Après, bon, aujourd'hui, j'habite le Lamentin. Étant chez moi, mais bon, voilà. Et puis, je suis d'une famille de 3 garçons, l'aîné. J'ai également, alors du côté de mon père, 3 frères et 3 sœurs, dont une qui est également artiste, Karine Jeanne Rose. Et puis voilà, hein. Je ne sais pas si j'ai d'autres frères et sœurs, oui, très certainement. Enfin bon, voilà un petit peu. Et puis bon, ma vie, je l'ai passée, enfin ma jeunesse en tout cas, mon enfance, je l'ai passée entre la ville de Fort-de-France même, puisque bon, à l'époque, ma mère habitait, on habitait avec ma maman quand elle travaillait la semaine, à l'asile, le quartier de l'asile, donc Fort-de-France, puisque ma grand-mère était marchande sur le marché de l'asile à Fort-de-France, donc l'arrière le parking, l'Afcadio Earn aujourd'hui. Et puis, entre Bille et Tourelle, après, là où elle habite encore aujourd'hui, où j'ai passé le plus clair de mon enfance, de mon adolescence, c'est une partie de mon âge adulte. Voilà. Et puis, alors on montait à Saint-Joseph sur la propriété de mes grands-parents le week-end, en fait, le vendredi, après l'école. Donc, on montait à Saint-Joseph. Et puis, on redescendait le lundi pour... voilà, c'était comme ça un petit peu. Donc, j'ai connu un petit peu... Alors, je ne suis pas si vieux que ça, mais j'ai connu quand même pas mal de choses que d'autres personnes de mon âge n'ont pas connues parce qu'on n'a pas vécu dans des quartiers où ils ont vécu en ville ou des choses comme ça. Des trucs comme les bus d'antan, on appelait les bombes, avec ce qu'ils appellent tap-tap en Haïti. J'ai eu le temps de connaître ça avec le chargeur en haut du truc où tu lançais les paquets, ils mettaient ça sur le toit le toit du bus, machin, tout ça. Bon, bref. C'était le bon temps. Alors, effectivement, tout évolue avec le temps, mais je crois que j'ai vu évoluer pas mal de choses et ça me donne... Alors, ça me donne de l'expérience parce qu'en fait... si tu veux, j'ai eu le temps de puiser dans le temps et de puiser dans les choses du temps, justement. On acquiert son expérience un petit peu comme ça, je pense. Il y a un peu de nostalgie quand même de cette époque-là? D'une certaine époque. Alors, si je devais retourner dans une époque, ça aurait été l'époque du lycée, par exemple. Celle dans laquelle j'avais déjà mon permis et une voiture. Mais j'étais quand même au lycée à cette époque-là. Parce qu'on on faisait les fous, c'était l'insouciance totale. C'était, bon, total. C'était l'insouciance, on s'amusait, on était entouré de filles à droite, filles à gauche, les garçons. Surtout que j'étais au départ au lycée ce qui avait été appelé le lycée de jeunes filles à l'époque, donc le lycée de Bellevue. À l'époque où j'étais là, c'était encore le lycée de jeunes filles nominativement, et puis ça a été également appelé le lycée de Bellevue un petit peu après. Après, je suis passé à technique, puisque bon, j'ai fait 2 ans à Bellevue et mon cursus m'imposait de passer à technique, puisque j'ai fait des études de technique comptable de gestion. Ça ne s'appelle plus comme ça aujourd'hui. Et puis, mais c'était à l'époque où était sorti le titre de Jean-Philippe Martelly, pas besoin de Rio, on employait ça pour ouvert. On passait dans tous les lycées, à l'époque du carnaval, on avait un groupe de 15-20 personnes. On avait un chauffeur de bus qui était notre pote, quoi, et qui nous
à cette période-là, qui nous baladait d'un lycée en lycée, de ce côté-là. Et puis, bon, on disait à nos parents que, bon, voilà, le dernier jour de classe, on n'entrait pas. On n'entrait pas, on entrait à 2h du matin. Après les lycées, on se reposait un peu, on faisait, je sais pas, machin, et puis après, on faisait les soirées, quoi. Toujours avec le même bus, quoi. Donc, c'était une espèce de... À l'époque, t'as un parcours vidé, toujours, tu vois. Bon, après, je me suis un petit peu embourgeoisé dans l'histoire du vidé. J'étais dans des groupes après, donc... mais bon, mon vidé a toujours été quelque chose de... Mon carnaval a toujours été quelque chose d'important, en fait. Et d'ailleurs, aujourd'hui, je suis président du groupe Machilpa, après le départ de Bijoux, le groupe de Saint-Joseph. Et bon, c'était avec plaisir. Bon, alors, la pandémie nous a empêché de faire pas mal de choses, mais l'âme reste là et on est en train d'essayer de la faire repartir avec un coup d'électricité, un coup de jus, quoi, en fait. Mais avec tout ça, en fait, tu as eu pris le temps de faire des études parce que tu as eu quand même un parcours qui te prédestinait à faire autre chose que de la musique. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, alors, pour comprendre l'histoire, ma mère a d'abord commencé par être employée de la sécurité sociale. Elle était à la sécurité sociale. Ensuite, elle a passé son concours de, je ne sais pas comment ça s'appelle, CAPES, je ne sais pas trop quoi là, pour être institutrice. Donc elle est devenue institutrice, puis après directrice d'école à Rivière-Salée. À l'école de médecins, elle a été directrice pendant quelques années. Donc il n'était pas question que je sois musicien. Je pouvais faire la musique. Moi, tu peux t'apprendre les deux bons baillons, mais il n'était pas question que je sois musicien professionnel, ni musicien d'ailleurs tout court, quoi, en fait. Parce que bon, il fallait étudier, ce que j'ai fait d'ailleurs. J'ai étudié, j'ai eu mon bac de comptabilité, j'ai eu mon bac avec mention très bien. Je suis passé en anglais, donc niveau licence, et puis après, je suis parti. Tu as fait ton DEUG d'anglais en Martinique. Oui, tout à fait. Et j'ai commencé l'année de licence, en fait. Et après, je suis parti. Parce que, bon, je faisais trop de musique. Enfin, je ne suis pas parti. Youvri, moi, allez. Je faisais trop de musique parce que ma mère m'a dit, ah, non, c'est le bordel, excusez l'expression. Donc, allez, tu t'en vas, tu vas chercher du boulot, tu vas chercher des trucs à faire, une formation, tu as déjà abandonné l'anglais, là, c'est bon. Ok, je suis parti. Et puis, arrivé à Paris, j'ai rencontré Jean-Philippe Martelly, avec lequel je traînais, je connaissais déjà Jean-Philippe. J'ai fait pas mal de choses quand même, j'ai fait de la radio, j'ai fait des choses comme ça. Donc, j'ai commencé à faire de la radio en 81, à 80, avant même l'ouverture des antennes de Radio Libre, puisqu'on avait une radio qui s'appelait Radio Bocaille avec Max Adélise, qui est aujourd'hui journaliste à France Télévisions, mais à Toulouse. Il était sur Martinique Première. Enfin, c'était pas encore Martinique Première à l'époque, c'était toujours Info. C'est avec lui qu'on avait monté la radio, Radio Bocaille. Et quand il est parti faire ses études de journalisme, je me suis retrouvé tout seul. Et à 2 pas de chez moi, je ne savais même pas ça, il y avait une radio qui s'appelait Radio Conlampi. Donc je suis rentré dedans. J'ai formé quand même pas mal de gens dans cette radio qui sont sur le marché aujourd'hui, toujours. Karine Zabulon qui est en France. Journaliste, il y a eu Captain Joe de Sun FM, et qui est aujourd'hui directeur de Trace, a été formé par moi à l'époque parce qu'on était une école de formation. Et puis après ça, quand la radio s'est éteinte parce que le Parti communiste lui-même s'est éteint, parce que c'était la radio du Parti communiste, il n'était pas sur le territoire du Lamentin, donc il y a beaucoup de choses qu'on ne veut pas faire et tout. Bon, j'ai animé quand même 5 fêtes de justice en tant qu'animateur principal. La fête de justice qui était l'une des plus grosses fêtes, l'une des plus grosses fêtes de Martinique, quoi, en fait, à cette époque-là. Et puis, bon, alors comme j'avais commencé à faire tout ça, mes parents m'ont envoyé en France. Et je traînais avec Jean-Philippe Martelly, je fais des studios, des machins, des ci, des ça. Mais je cherche quand même du boulot, parce que c'est quand même une formation, du boulot, c'est pour ça qu'on m'a envoyé. Donc je postule dans les banques, dans les machins comme ça, parce que c'est mon cursus. Et je postule à la Bourse de Paris. Et je me rappelle comme toujours d'ailleurs, je passe entretien avec une petite dame blanche, métropolitaine, qui est enceinte jusqu'aux yeux, qui est là, et qui me pose des questions, machin, je lui réponds, on fait des exercices et tout. Je passe mes exercices, c'est un homme très gentil, très calme.
et qui me dit à la fin de l'entretien, Monsieur Wanel, si c'est pour moi, vous êtes engagé dès aujourd'hui, mais j'ai des supérieurs, donc je suis obligé de leur référer, de me référer à eux pour leur soumettre le dossier, machin. Mais je pense que de toutes les façons, vous êtes engagé. Je dis, ben, ok, j'attendrai votre réponse, et je reste sur Paris, machin. Eric Virgal m'appelle peut-être le lendemain de l'entretien, me demande qu'est-ce que je fais à Paris. Je lui dis rien. Il me dit, bon, ben écoute, on reprend le groupe de musique, on voit, qu'est-ce que tu fais? Tu reviens, tu viens? Je dis, bon, ben on envoie un billet. Et il envoie un billet. Et la dame me rappelle, alors le billet était destiné pour le mercredi d'après, et la dame me rappelle me disant que c'est OK. Le même mercredi, on doit signer le contrat. J'ai choisi la voie de l'aéroport. J'ai choisi la voie de l'aéroport. Je parle de ça, on est en 88, 89. Et je n'ai aucun regret à ça. Je n'ai aucun regret parce que alors, l'emploi que je devais avoir, c'était un emploi dans lequel je n'aurais pas été statique non plus. J'aurais voyagé puisqu'il s'agissait d'être courtier mobile pour des grosses sociétés. Donc, j'ai eu les portefeuilles d'actions de grosses sociétés, en tout cas avec 17 000 francs de salaire de départ. De l'époque, qui était quand même pas mal. Sans compter les primes, enfin bon, bref. C'était déjà un truc quand même où tu te disais, ouais, là, je vais bien gagner ma vie. Enfin, bon. Et la musique t'a rattrapé? Elle n'a pas eu besoin de courir beaucoup. Elle n'a pas eu besoin de courir beaucoup parce qu'en fait, dans ma tête, c'était déjà ça, en fait. J'avais pas de doute sur la question. À l'époque, j'étais même, enfin oui, j'avais déjà commencé à chanter, mais j'étais batteur avant, je jouais de la batterie. La musique a toujours bercé ma vie. J'avais un oncle qui était très mélomane, donc on écoutait tout le temps de la musique, on analysait des choses comme ça. Donc si tu veux, quelque part, il n'y avait pas de difficulté ni d'imbroglio sur ce que j'allais faire, en fait. Ce que j'avais envie de faire. Même si je ne l'avais pas fait comme je le fais aujourd'hui, mais de toutes les façons, je l'aurais fait. Mais j'ai choisi de me livrer à l'histoire parce que bon, c'était pour moi la seule façon d'exercer pleinement ce que j'avais à faire. Et pour revenir justement au petit Jean-Luc, comment il était? Comment tu étais enfant? À quoi il rêvait? Comment il voyait la vie? Je ne pense pas que j'avais à mon... J'ai pas souvenir d'avoir eu des rêves vraiment d'enfant, à part l'envie de faire de la musique. J'ai pas souvenir d'avoir eu des rêves d'enfant comme mon fils voulait être pompier, à un moment il voulait être douanier, à un moment ma fille voulait être sage-femme, enfin les deux d'ailleurs, la plus grande comme la plus petite. Mais bon, après j'ai pas eu ce genre de rêve. J'ai évolué dans un milieu où je crois que j'ai été interdit de certaines choses qu'on a permis à mon frère qui était juste après moi. C'est l'apanage de l'aîné. Donc c'est ça. Donc quelque part, j'avais... Alors j'étais pas dans une colère, mais j'avais... Si tu veux, je me disais, bon allez, Alex Prévert, ça pas moi. Bon ok, ben, je vais faire autre chose. Et c'était plutôt ça, c'était plutôt trouver des façons de ne pas dériver. Bon, je traînais avec les gars de la cité, mais on avait... Alors cette éducation-là, parmi tous les gens qui étaient dans cette cité, qui était une cité à l'époque composée, alors en majorité de gens qui travaillaient dans des administrations, des choses comme ça. Bon, bref. Ce qui n'empêchait pas qu'il y avait des jeunes ou des moins jeunes qui étaient ou Rasta ou ceci ou cela. Bon. Mais tout le monde était, si tu veux, dans la cité, on se considérait comme étant une famille. Voilà, quoi, c'est ça. Voilà. Et alors celui-là, c'est pas parce qu'il fumait un joint qu'il te proposait à toi le joint, quoi, en fait. Et à la limite, s'il savait que tu n'étais pas sûr ça, tes parents, machin, il évitait justement ou de te le proposer ou de le fumer devant toi ou ceci ou cela, quoi, en fait. Alors que bon, l'environnement était là. On habitait tout près de la Volga, donc Volga c'était encore un autre environnement. On s'y engouffrait tous les jours. On a des copains là, j'ai toujours des copains qui habitent là, quoi, en fait. Alors aujourd'hui ça a beaucoup changé, mais on avait quand même cette envie de se protéger les uns les autres, en fait.
des dérives, des choses comme ça, quoi, en fait. Parce que, bon, les plus grands veillaient sur les plus jeunes. Et, alors bon, ça a disparu, mais moi, je trouvais ça magnifique, en fait. Vraiment. Ça, c'était vraiment une époque qui était importante, parce que c'était quand même familial, solidarité, oui, les amis étaient... Oui. Je pense que si on gardait ça aujourd'hui, le fait de s'occuper de l'autre et non pas s'occuper des affaires de l'autre, mais s'occuper de l'autre, en fait, c'est-à-dire être bienveillant le plus souvent. Bon, c'est vrai que on prend des étapes, on prend des choses, on n'a pas quelquefois forcément envie d'être bienveillant, mais la bienveillance, c'est de l'amour, en fait. C'est amener, c'est aimer l'autre, c'est lui prodiguer les soins qu'il faut. Alors, ne serait-ce qu'avec la parole. Et c'est ce que me permet de faire la musique, en fait. De dire aux gens, de dire à toutes les femmes qui sont devant moi quand je chante Sweetie, bon, je vous aime, quoi, en fait. Et tout simplement, même si de dire à tous les mecs, bon, les gars, les filles que vous avez, prenez soin d'elles, les femmes que vous avez, prenez soin d'elles. Dites-leur que vous les aimez pendant qu'elles sont vivantes. En fait, bon, voilà, parce que bon, j'ai aussi vécu d'autres choses qui m'amènent à une autre philosophie. La musique, c'est effectivement mon métier, mais c'est d'abord une passion. Le jour où ça m'embête d'aller jouer par là ou par là, j'arrête ça, en fait. J'arrête ça parce que bon, je ne vais pas chanter avec joie, je ne vais pas chanter avec... ça ne va pas rentrer dans les pores des gens qui sont devant moi, ça ne va pas rentrer dans la conscience des gens qui sont devant moi. C'est ça le problème, en fait. Et pour revenir justement à toi, en fait, quand tu parles de bienveillance, on voit bien, hein, quand on regarde tout ce que tu fais, tout l'associatif. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus de ton action pour la Ligue contre le cancer? Alors, il y a énormément de choses que tu fais. Tu donnes beaucoup de toi. C'est pour ça que je disais, tu es un homme de cœur et bienveillant et humaniste. C'est vrai que je suis... J'aime pas voir les gens souffrir, en fait. Et ne serait-ce que ça, en fait, c'est... Alors, quand j'ai l'occasion de tendre la main, alors même avec des prestations, voilà, je fais des trucs gracieusement pour les gens, j'ai fait des choses pour des causes, la drépanocytose, machin, tout ça. Alors, je suis rentré à la Ligue contre le cancer, bon, après le décès de ma femme, parce qu'elle travaillait justement à Clarac à ce moment-là, et j'étais déjà quand même dans le mouvement de la Ligue, parce que 3 années avant son décès, j'avais déjà fait des prestations pour la Ligue, organiser des petits trucs avec la Ligue et tout ça, donc j'étais déjà... Et puis, quand elle rentrait, parce qu'elle se chargeait de ce qu'on appelait le staff de consultation, je ne sais pas exactement comment elle appelait ça, ça veut dire qu'elle voyait tous les dossiers de tous les gens qui passaient, qui devaient être traités pour la maladie qu'on avait détectée. Et chaque soir, quand elle rentrait à la maison, il fallait que je lui accorde au moins une demi-heure ou 45 minutes pour qu'elle puisse parler, qu'elle puisse évacuer, parce qu'elle voyait quand même pas mal de choses pas mal de choses des enfants. À l'époque, déjà, alors aujourd'hui, on parle du cancer infantile de plus grande façon, de plus grande manière, mais déjà à l'époque, il y avait déjà des enfants qui étaient affectés par la maladie. 4 ans, des enfants de 4 ans. Elle a un bébé de 2 ans et demi, 3 ans, qui avait déjà un cancer. Donc, quand elle voyait ça, quand elle voyait passer ce genre de dossier, elle avait le besoin de parler quand elle rentrait à la maison. Parce qu'on avait quand même des enfants, des choses comme ça, donc elle avait besoin de parler, se dire, voilà. Et alors, je crois que on ne choisit pas ce qui nous arrive. Elle est malheureusement décédée à cause justement de cette maladie. Pas de la maladie, mais à cause de cette maladie, par le biais du médicament, du traitement qui lui a fait, qui lui a causé une embolie pulmonaire, voilà, bref. Et donc, si tu veux, quelque part, j'étais déjà dans le courant, et quand elle est partie, c'était logique pour moi, à l'appel du président Toussaint,
d'adhérer à l'histoire. De répondre oui. De répondre oui. J'étais appelé au tout départ comme parrain du deuxième relais pour la vie. Et comme parrain, je suis rentré là et j'ai organisé tout le plateau artistique, machin, tout et tout. Et puis depuis, je suis resté. Et je suis administrateur depuis 10 ans. Voilà. Donc, administrateur et délégué à la communication de la Ligue depuis 10 ans. Puis au-delà de ça, j'ai fait des trucs pour Action Sida, Martinique, des trucs pour la drépanocytose. Je fais des choses pour des associations qui s'occupent d'enfants défavorisés, d'enfants autistes. Enfin, quand une association a besoin d'un soutien musical ou quelque chose comme ça, j'y réponds. Alors, la plus grosse part d'aide que je donne, effectivement, c'est à la Ligue, puisque, bon, je disais, en tant qu'administrateur, j'ai quand même une charge, la charge de la communication, donc il faut... Puis, voilà. Mais après, l'aide aussi vient aux kidam, aux gens qui sont là, par exemple. J'ai déjà fait des prestations pour des gens, pour des mariages, pour des trucs comme ça, où, voilà, la personne a quelquefois envie d'avoir une prestation de Jean-Luc Guanel, machin, nanana, et voilà, et puis elle n'a pas les sous qu'il faut, mais voilà. Donc, ça m'est arrivé parce que, bon, je sais ce que c'est, quoi, et puis, voilà, bon, en n'oubliant pas que c'est quand même mon métier, que c'est avec ça que je paye les factures qui se font de plus en plus grosses, n'est-ce pas? Ouais. Avec l'augmentation des choses. Mais bon, après... En tout cas, tu donnes de ton temps et justement, quand on regarde un peu en arrière, en fait, tu as vécu des moments justement très difficiles. Il y a eu des trahisons, des calomnies, on t'a vilipendé aussi il y a certaines fois. Tout ceci, ces critiques et ces médisances, ça a dû te blesser. Comment tu as fait pour faire face à ces tentatives, justement, en fait, de dénigrement pour quelqu'un qui donne autant que toi? J'ai développé au fil du temps, ce qui m'a valu la critique d'être arrogant, d'être génial, intéressant. J'ai développé une carapace, en fait, parce que j'avais déjà pris tellement de coups avant ça, pas forcément des injures, mais des trucs que j'entendais, machin. Donc j'ai développé une espèce de carapace où chaque individu à l'époque était un sujet de méfiance, en fait. Parce que, bon, on n'avait pas encore aujourd'hui... Alors aujourd'hui, c'est beaucoup plus... Malgré les réseaux sociaux, malgré le portable, c'est beaucoup plus à l'aise. On a cette culture aujourd'hui d'aller vers les artistes antillais, de leur demander des choses, des photos, des ceci, des cela. Mais à l'époque... pas moi, monsieur, c'est bon, on s'est dit des choses comme ça. Alors, j'ai développé une carapace et qui me servait non seulement à me protéger, mais à protéger mon entourage, mon épouse à l'époque, mes enfants, que j'ai amenés assez tard sur les lieux de travail que j'avais, les lieux de spectacle, parce que bon, pour moi, il fallait les protéger, les sortir de ces... Après... tu veux, ça va avec le métier. Malheureusement, je dis bien, malheureusement, ça va avec le métier. Donc tu es obligé de faire avec. Il y en a qui s'en sortent pas. Mais je crois que si on s'assied, on se dit, on met les effets dans la balance, le pour et le contre, on fait plus de bien que de mal aux gens, à un certain moment. Donc, que le bien continue. Les gens qui estiment qu'il faut qu'ils me fassent du mal, ben, on va les laisser travailler sur ça. Et moi, je continuerai à travailler sur le bien. Comme ça évitera... Alors, ça va diminuer justement la part des gens qui me veulent du mal, en tout cas. En tout cas, j'espère. C'est comme ça que je vois l'histoire. Et puis, je me fie à Dieu, au Seigneur, tout ce qu'on peut l'appeler comme on veut. Je suis croyant, pas forcément très pratiquant. Je pratique quand j'en sens le besoin. Mais jusqu'ici, ça a toujours payé parce que ça me calme de
me référer à lui, de prier, des choses, ça me calme, ça m'apaise. Ça m'apporte des solutions dont j'ai besoin. Alors, il y a des gens qui vont peut-être dire oh, non. C'est des choses que j'ai vécues, ce sont des choses que j'ai vécues. Alors, ça ne fera pas de moi ni avec l'Église, ni quoi que ce soit, mais parce que c'est la foi, c'est là qu'elle est. C'est dans le cœur qu'on porte la foi. Pas forcément on porte de l'Église tous les dimanches. Donc, ce sont des choses qui m'aident à tenir et surtout à avancer. Tu as réussi à pardonner parce que même dans le pire moment de ta vie, quand tu as perdu ton épouse, il y en a aussi qui ont ouvert leur bouche, comme on dit, en fait, qui ont mal parlé. Tu as réussi à faire ça? Oui, j'ai oublié toute cette mélasse, toute cette bouillabaisse malsaine qu'il y avait à ce moment-là, quoi, en fait. Parce que la douleur est déjà assez grande. La douleur est déjà assez grande pour en mettre une autre sur mon compte, quoi, en fait. Donc je me suis dit, bon, que les gens parlent, je sais ce qu'il en est, je sais ce qui s'est passé, je sais le comment du pourquoi. Donc ils continuent de parler, il n'y a pas de souci. Et puis voilà. Puis on a avancé, ça fait quand même 14 ans qu'elle est partie. Et bon, voilà. Et en regardant dans le rétroviseur, est-ce que tu aurais fait des choses différemment? Non, pas forcément. Pas forcément. Alors peut-être avec la vie d'aujourd'hui, peut-être. Ok, mais jusqu'à il y a 2 ans, jusqu'à avant la pandémie, non, pas forcément. Aujourd'hui, ça devient de plus en plus compliqué avec la pandémie, les guerres et compagnie. Donc, le vital, on est obligé de se battre pour survivre. Même pas pour vivre, mais pour survivre. Donc, ça devient un petit peu compliqué. Alors, peut-être que j'aurais fait autrement si j'étais à cette époque-là. Mais jusque-là, non. Et pour revenir à la musique, en fait, donc tu disais effectivement que tu as commencé en fait à taper. En fait, tu as une formation de batteur, il me semble. Pas que. Pas que. Parce que tu as fait énormément de choses. Est-ce que tu peux nous parler un peu de tes débuts? Je crois que ça a été vers 15 ans ou un peu avant? Ouais, c'est vers cet âge-là, 15-16 ans, où on jouait avec les frères Voyer. On avait un groupe avec Gilles et Jadic Voyer, qui sont mes amis d'enfance. On avait un groupe qui s'appelait Fausse Note. Excellent. Ouais, voilà. Il y a eu Fausse Note, après il y a eu quoi? Enfin, bon, bref, c'était un groupe qui s'appelait Fausse Note et dans lequel j'étais batteur à l'époque. J'étais batteur et donc on a fait plein de choses avec Yves-Marie Siraline qui tenait j'oublie le nom de l'association qu'il avait à l'époque. On avait fait la quinzaine de la jeunesse martiniquaise. C'était ça se passe en 80, 60, 80, comme ça. 80, 84, je ne me rappelle même plus exactement. Et on avait fait une espèce de Martinique tout, avec, on avait joué au Lorrain, machin, tout ça, Fonce Dirty. Et la conclusion de cette quinzaine se donnait au Forum France Fanon à l'époque. Le Forum France Fanon existait à l'époque, au milieu de la savane. Et on avait joué ce jour-là avec Fausse Note, avec Philippe Joseph était venu nous donner un coup de main au clavier. Il y avait eu Pipo Gérotrude qui avait chanté avec nous aussi. Il y avait eu quelques-uns qui étaient passés avec nous dans le groupe. Et à cette époque-là, j'étais chanteur et j'étais batteur et je débutais dans le chant. Parce que Mode Masse, que je salue d'ailleurs, j'avais composé un titre dans le groupe et il y avait 2 chanteurs. Jannick Voyer et un autre, dont j'oublie le nom d'ailleurs, et qui n'arrivait pas à chanter le titre que j'avais composé. Et Maud qui m'a dit, bon, écoute Jean-Luc, chante ton titre. Je lui ai dit, mais attends, ça va pas. Je lui ai dit, bah, chanter, moi. Il m'a dit, non, écoute, chante ton titre. Tu as une voix parler qui est jolie, qui est bien. Je pense que tu peux chanter ton titre. Je te montre comment faire. Je dis, ok. Et elle m'a montré comment faire. Et elle m'a montré, elle m'a dit, voilà, bon. J'ai appris le titre, la mélodie. J'ai commencé à chanter mon titre. Et après, au fil du temps, ça commençait à venir, à me plaire, quoi. J'ai commencé à chanter. Et au Forum France Fanon, j'ai chanté, j'étais batteur-chanteur, et j'ai chanté des titres assez compliqués, comme Contretemps. C'est la cabine, c'est la c'est des titres très compliqués, d'autres choses comme ça. Et puis, la chanson a pris le pas sur le reste, en fait.
Et la première fois que Philippe Joseph m'amène en studio, peut-être un peu après ça, un mois après ça, ou un mois ou 2 mois après ça, je fais des chœurs. Bon, ma première séance de chœur s'est faite sur le disque 33 tours de Zaza, qui s'appelait Longévité. C'était ma première séance de chœur, que j'ai faite pour rien d'ailleurs, parce que je rentrais dans le domaine, n'était pas encore connu, donc il faut qu'on t'essaie. Et puis voilà, c'est à partir de là que j'ai fait plusieurs séances de chœur dirigées par Franck Donatien. Donc je suis rentré directement dans le truc le plus sévère qui existait dans la musique, en fait. Et puis après, c'est là que Franck m'a proposé, ah, on fait un groupe là, machin, ça t'intéresse pas? Et je dis, ouais, ok, c'est bon, il n'y a pas de souci. Et c'est là que Taxi Créole, la première version est née. C'est comme ça que Taxi Créole est né, en studio avec Philippe Joseph et tout ça. Franck m'a dit, bon, est-ce que tu veux pas venir faire partie du groupe? Ok. Et ils ont fait leur truc, Ronald, Philippe, il y avait José Zebina, André Sius, Suzy Trébou, qui on a invité. C'est comme ça que le premier groupe Taxi Créole est né. Et après, bon, voilà, ça n'a pas duré longtemps, mais c'était quand même Une belle expérience. une belle aventure. C'était quand même une belle aventure parce que je commençais mes trucs en studio. J'étais encore en radio aussi. Et je commençais mes gros trucs. On avait un sponsoring avec une marque de voiture. Enfin, on commençait vraiment à prendre le pied dans l'histoire de la musique, quoi, en fait. Et jusqu'à aujourd'hui, en fait, je crois que je ne me suis jamais arrêté de faire avec et pour la musique. Et l'expérience Quack? Quand on monte le groupe Quack avec Anthony Lewinsky et Philippe Joseph à l'époque, c'était dans l'optique. Au départ, on fait un groupe pour faire des reprises, pour jouer déjà du live. Notre leitmotiv, justement, c'était live. On fait un groupe pour faire du live. On invite Suzy à venir dedans. Et puis, on commence au monde, en fait. Au monde, on fait nous-mêmes nos affaires. Charlie Labeski, on connaissait tous un petit peu des gens de médias, donc on fait notre pub nous-mêmes, on fait nos affaires nous-mêmes. 50 francs pour l'entrée, machin, et ça prend très très vite. Au bout de la troisième, c'était le mercredi, le vendredi. Au bout de la troisième soirée, c'était rempli parce que bon, on avait quand même, les musiciens qui étaient là étaient quand même de bons musiciens, quoi, en fait. Et c'est quand Suzy part après la troisième soirée pour aller faire une tournée avec Malavoie, je la remplace par Léa le temps de son absence. Et puis quand elle revient, les gars me disent, mais non, on garde les deux. Et c'est là que le Quack avec Léa Galva, Suzy Trébou, et moi-même, c'est là que le Quack est né de cette façon-là. Et puis on a proposé à Jean-Michel Moyelou, défunt père à son âme, de venir voir le groupe en situation de concert, parce qu'on avait eu, à la fin de la saison du Monde, à la fin des vacances, il y avait la fête de Rivière-Salée. On a joué à la fête de Rivière-Salée devant un groupe, je ne me rappelle plus, c'était un groupe de haïtiens, un groupe de compas, je ne me rappelle plus lequel. On a joué devant ces gars-là, à la fête de Rivière-Salée. Et les gens étaient... Et Jean-Michel Moïse les attendait à la descente de l'escalier. On dit, les gars, on signe. C'est comme ça qu'on a fait le premier album de Quack. On est parti faire l'album à Paris. Et puis voilà, le reste. Dans le studio Hibiscus à Paris. Dans le studio Hibiscus à Paris. Non, on est parti à Paris dans un autre studio. Parce qu'en fait, le studio de Jean-Michel, pour faire ce qu'on voulait, il n'y avait pas. On estimait qu'il n'y avait pas le. Alors, la condition pour nous, c'était de partir à Paris pour enregistrer l'album. Et bon, comme il a dit OK. On avait un sponsoring en Martinique. À l'époque, c'était en Martinique. On avait un sponsoring en Martinique. Il a payé. On était dans un appartement à Villeneuve-la-Garenne et compagnie. Bon, voilà. Et non loin du studio. Et on a fait. Moi, j'ai fait un mois à Paris. Moi, c'est l'album. Il y en a qui ont fait moins de temps que ça. Et tout. Et puis, à notre retour, le truc est parti en flèche comme ça. Et l'année d'après, il rénovait son studio. Déjà, avec seulement les scores qu'on avait fait. Quoi. Il rénovait déjà le studio. Il avait fait l'essentiel. Et après, les autres albums, on les a enregistrés effectivement en Martinique, dans son studio. Voilà. Et de quoi tu as envie aujourd'hui, après avoir fait tout ça? Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Jean-Luc? Je ne sais pas si
ne sais pas si j'ai quelque chose en vue de spécial. Pourrais peut-être ne pas réfléchir, ne pas avoir réfléchi tous les jours. Comment je vais faire pour faire ça, payer ci, ou payer ça. Ouais, voilà. Ça, c'est le rêve de tous, hein, je pense. Alors, je ne me demande même pas de gagner au loto, des choses comme ça. Mais un truc où tu te lèves, tu sais que tu as ce dont tu as besoin, et chaque jour, tu n'as pas besoin de réfléchir. Et tu vis de ta passion. Oui, alors c'est mon métier, en fait. Hein. C'est mon métier, c'est une passion qui est devenue mon métier. J'en vis jusqu'à aujourd'hui, avec la grâce. J'en vis et j'espère en vivre encore longtemps. Bon, après, beaucoup de choses. Alors, je suis pas. Je n'aime pas rester sans rien faire, en fait. Donc, au fil des ans, j'ai appris d'autres choses, comme j'ai un diplôme de monteur truquiste que j'ai eu il y a quand même près de 14 ans de ça, si c'est pas plus. Je monte aussi, je fais des trucs vidéo, je fais de l'apéro, enfin, bon, bref. Et j'ai entrepris, depuis le début du confinement, une formation de community manager en ligne, avec une grosse école de communication, avec un cursus validant à la fin aussi. Et puis là, en ce moment, je suis en formation de technicien audiovisuel multimédia, parce que c'est des choses que j'aime, parce que voilà, je ne sais pas rester sans rien faire, en fait. Je suis aussi dans une radio, parce que ça aussi, c'est mon moteur depuis des années, en fait. L'animation radio, c'est mon moteur depuis des années. Donc après, j'y prends du plaisir, ça me détend, en fait. Ça me détend, ça me repose, voilà. Après, j'aimerais avoir la chance de voir grandir mes enfants le plus loin possible. Et les voir, alors les grands-parents disaient, attendre que ils soient sauvés. Voilà, donc les voir commencer à faire leur vie. Donc ma plus grande fille, déjà, savoir, je suis grand-père 2 fois. J'allais les petites filles d'ailleurs, Luna et Lia. Et puis, après, bon, les 2 autres, j'espère qu'ils vont trouver leur voie également et qu'ils vont voler de leur propre aile. En tout cas, ils savent qu'ils peuvent compter sur votre ça appui. ça c'est clair. D'accord. En tout cas, merci beaucoup, Jean-Luc, pour ce joli témoignage. C'est moi qui te remercie. Et on attend les prochains projets. Il n'y a pas de souci. Il y en a un qui arrive très bientôt. Un projet avec Luc Léandry. C'est Club Caraïbes. Et le titre est déjà fini. Mais j'attends juste de finir tout ce qui est infographie pour le mettre en ligne et pour le proposer aux gens. Ouais, super. On attend ça impatiemment alors. Merci, Jean-Luc. C'est moi.